Ok, là je pense qu'on est live, donc c'est parti. Donc bonjour et bonsoir à tous. Ici c'est Serge Kakileme et Nadi du jctube.com. Bienvenue sur notre canal public, le JCTube TV. Et là, comme chaque fin de semaine, on fait notre rétrospective hebdomadaire. Et donc là, c'est l'émission Banco, donc business, analyse et commentaires. Donc Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge et bonsoir à la communauté. Heureuse d'être avec vous à nouveau cette semaine et bienvenue et on commence tout de suite. Alors, Yes. le crypto market est intriguant car il nous maintient en alerte constante. On ne le voit pas décoller et le support des 7 000 $ attire le prix. Le halving 2020 commence à être alimenté par les géants comme Bitmain qui met en place une stratégie pour tirer profit de l'événement majeur du BTC. Yes, donc d'entrée de jeu, vous voyez la global market cap, on est sous les 200 milliards. BTC, une dominance de 66,4%. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la rétrospective weekly du BTC. Donc là, on a pratiquement du moins 4% et on a un BTC qui s'est maintenu aux alentours des 7200, 7250. Donc on voit qu'il ne décolle pas des masses. Rappelez-vous, si on repart, on va dire la semaine dernière, on avait un BTC, enfin, il y a une dizaine de jours, on avait un BTC qui était dans la zone des 7700, 7800. On pensait qu'il allait être au-dessus des 8000. Donc là, c'était c'était notre phrase clé d'introduction. Est-ce qu'on allait voir le BTC au-dessus des 8000 $ la semaine dernière? Ça n'a pas été le cas. On est revenu bien plus bas, donc en dessous des 7500. Comme vous voyez de la performance weekly, moins 4%, être dans la zone des 7200, était légèrement en dessous durant la semaine. Et là, maintenant, on le voit se maintenir là. Donc maintenant, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que les 8000 $ ont été rejetés. Donc on a plutôt tendance et on a plutôt, comment dirais-je, envie de le voir perforer, enfin même pas envie, mais on pourrait le voir perforer les 7000 $, donc aller bien plus bas. Et d'un autre côté, on voit déjà que la balle est dans le camp de l'année 2020. Donc on va dire qu'on a déjà jeté l'éponge pour cette année-ci. Donc rappelez-vous, on s'attendait à avoir un BTC qui serait haussier, la fin du bear market, des nouveaux hauts historiques, etc., etc. Tout ça, c'est fini. La balle est dans le camp de l'année 2020. On veut jouer gros. J'ai fait une émission spéciale durant la semaine où je parlais de Bitmain, leur stratégie. Donc John Hu, qui est redevenu PDG de la compagnie, a détaillé entre parenthèses, on avait quelques petites bribes, on va dire, de sa stratégie pour l'année 2020 et surtout de la stratégie autour de l'événement majeur de l'année prochaine, qui va être le halving BTC. Et à ne pas oublier, comme je le commentais, au mois de mai, on aura le halving BTC. Au même moment, on aura le consensus, donc l'événement qui a eu lieu à New York. Comme on voit chaque année, pré-consensus, les prix des cryptos, bien évidemment avec le leader BTC, ont tendance à pumper. Et donc là, on a deux événements. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, donc juste avant de faire la vidéo, j'étais en train de regarder une interview de Roger Ver. Et Roger Ver parlait du halving. On lui dit, tiens, mais qu'est-ce que tu vois quoi par rapport au halving? Il a dit, écoutez, ça va être mon troisième halving. Et les années précédentes, il n'y a rien eu de spécifique. Donc, il dit bien évidemment, il y aura beaucoup, beaucoup de buzz qui vont être générés. On va générer du FUD, du FOMO, donc créer de la volatilité. Ça, oui, mais en gros, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et d'un autre côté, comme je l'avais souligné lors de la vidéo spéciale, il y a quoi, 48 heures, Bitmain et d'autres géants mineurs risqueraient de se retrouver, même pas risqueraient, il se pourrait fort probablement que ce soit, on va dire, les comment dirais-je, les titans, je veux dire ça comme ça, je remonte le mot titan, on va dire quoi? Ceux qui auront tout le hash power du BTC. Donc déjà maintenant, il y a près de 65%, j'ai vu les chiffres il y a moins de 24 heures, de tout le hash rate provient de Chine. Maintenant, s'il y a moins d'acteurs, donc là que les petits acteurs sont éliminés, il y aura une concentration du hash power dans les mains des géants comme Bitmain et encore d'autres. Donc voilà en gros ce qu'on voit. Donc maintenant avec toute la psychologie du prix du BTC, son évolution, l'adoption, etc., etc., tout le débat maintenant est, enfin, on va dire, on remet le tout à 2020 et on verra ce qui se passe. Donc, régulation, SEC, ETF, continuité de la prolifération des produits dérivés, donc les options, les futurs, etc., etc., l'adoption, nombre de wallets, enfin, toutes les autres métriques. Donc, tout ça, c'est pour 2020. Je pense qu'on a déjà capitulé pour l'année 2019. Donc, voilà. Donc, Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Alors, crypto écosystème au 14 décembre 2019, weekly. Donc, comme on l'a vu dans le slide précédent, on avait la rétrospective weekly. Donc là, vu qu'on fait nos émissions banco de semaine en semaine, on regarde l'évolution. Et lorsque vous voyez des mouvements d'une journée à une autre, donc les mouvements tous les 24 heures, c'est trompeur. Lorsqu'on regarde la perspective weekly, on voit clairement qu'avec tout ce qu'on a eu, monter, descendre, on n'a rien fait. Mais ça s'est soldé par quoi? En 7 jours,
on est négatif. Donc, on a le BTC qui a perdu moins 4% par rapport à la semaine dernière. Rappelez-vous, on a le Istanbul Hard Fork du Ethereum qui a été fait, donc c'était le week-end prochain, si je ne me trompe pas. On avait le TH qui était dans la zone des 150 dollars et lui aussi a perdu. Ne veut que principalement les cryptos du top 10, à l'exception du XTZ, donc de Tezos qui vient de faire son entrée dans le top 10, tout le monde est dans le rouge. Vous voyez que le Tezos a pris la 10e place au détriment du Stellar, donc l'UXLM, qui lui sort du top 10 et l'UXTZ qui rentre. Et si on regarde les cryptos spécifiques du top 10, on doit souligner la performance du XRP. On était déjà dans la zone des 30 cents, ensuite on a chuté aux 25 cents, maintenant on s'éloigne de ce niveau, on se rapproche des 20 cents. ETH, on était dans la zone des 150 dollars, on s'éloigne, on est aux 145 dollars. BNB, on tentait de maintenir les 15 dollars, maintenant on est sous les 15 dollars. Et Litecoin, on était au niveau des 50 dollars, maintenant on s'éloigne de plus en plus des 50 dollars. On a plongé sous les 45 dollars. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater ici. Donc voilà, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Alors, le stock market se réjouit de la phase 1 du trade deal entre les USA et la Chine. Les indices ont clôturé la semaine en hausse et le gold fut quelque peu moins sollicité malgré le maintien des 1475 dollars, vu l'annonce de temps prospère et la hausse saisonnière de Noël que les investisseurs anticipent. Donc ici, il s'est passé beaucoup de choses. Rappelez-vous, c'est super, super important de toujours avoir un parallèle entre ce qui se passe dans le stock market, vu que là, c'est le marché qui est super, super énorme, dans lequel il y a des trilliards de dollars. Et rappelez-vous que les acteurs qui sont à même d'adopter les blockchains, etc., bah, ce sont ces compagnies qui constituent le S&P 500, etc. D'un autre côté, on a le gold. On parle beaucoup du BTC. Enfin, on parlait beaucoup du BTC comme étant ce digital gold. Ça aussi, c'est, on va dire, c'est remis pour le futur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On voit le stock market qui se maintient. Donc, on a le S&P 500, on voit qu'on a clôturé dans la zone proche des 3200, mais avec une bougie d'indécision. Ce qui fait qu'on a eu cette phase 1. Donc là, c'est la phase 1, c'est juste quoi? C'est le retrait de quelques tarifs, donc impôts supplémentaires sur les importations et exportations. Donc, les importations, on va dire, chinoises en provenance des États-Unis et importations, comment dirais-je, américaines. Donc, tout ce que les États-Unis importent provenant de Chine. Il y a déjà des tarifs en place et au 15, on devrait encore augmenter ces tarifs. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'ils ont un accord. Et l'accord, c'est quoi? On ne va pas augmenter, donc on va pas augmenter comment dirais-je, le pourcentage des tarifs. Donc, on va maintenir ce qu'on a sur place. Et donc, en gros, c'est ça. Maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Les marchés ont été ravis par cela. Donc là, vous voyez qu'on se maintient dans le stock market, donc là au niveau du S&P 500, donc actif à rente variable, au même titre que tout ce qui est BTC. Donc on voit qu'on est là. Rappelez-vous qu'on est aussi aimé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'on est dans le stock market et qu'on parlait du BTC comme étant du gold digital, on voulait comment dirais-je, le gold et le BTC comme actif, valeur refuge et hedging. Donc, ça veut dire, si on voit le S&P qui tombe, d'un autre côté, on aurait le gold qui serait haussier, et au même titre que quoi? Bah, voir le BTC haussier. Durant un temps, c'était le cas. Lorsqu'on avait, on va dire, cette petite phase durant l'été de perturbation, on a eu le gold arriver aux 1550 dollars et le BTC atteindre les 14 000 dollars. Depuis lors, le gold s'est maintenu au-delà des 1400 dollars et le BTC a perdu ce niveau. Donc maintenant, vous voyez qu'on a, entre parenthèses, le marché qui est calme et d'un autre côté, on a toujours une hausse saisonnière à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc le stock market qui se maintient haut, le gold qui est là, mais sans pour autant exploser. On se dit, bah, tiens, maintenant, on n'a pas besoin de hedging spécifiquement, donc on peut délaisser tout ce côté risque, ce côté hedge, ce besoin de gold et bien évidemment ce côté BTC. Mais d'un autre côté, bah, le BTC reste un actif à rente variable, donc on voit plus ou moins ce qui se passe avec l'injection ou migration de dollars. Donc quand je dis injection, c'est de tiens, on est pro BTC, on injecte des capitaux dans le marché crypto, chose qu'on voit qui n'est pas le cas. On a bien vu que la performance weekly est négative. Et d'un autre côté, bah, si on est contre le BTC et contre les actifs à rente variable, on voit le capital qui migre. Pour le moment, le capital se maintient dans le S&P, mais le capital est en train de migrer lentement, petit à petit, comment dirais-je, du crypto market. Donc voilà, en gros, l'idée et pourquoi c'est important d'avoir ces parallèles, parce qu'il faut toujours savoir où est le capital. Rappelez-vous, hein, je le dis souvent, on n'achète pas du BTC avec du maïs, c'est avec du dollar. Donc, il faut savoir où est ce dollar. Ce dollar après, par rapport à du yen, par rapport à de l'euro ou quoi que ce soit, c'est toujours du dollar, c'est la monnaie réserve mondiale et c'est cette monnaie que l'on voit qui est injectée dans différents actifs. Donc, c'est super, super important de toujours savoir ce qui se passe avec le dollar, quel visage on a du dollar. Est-ce que c'est un dollar pro-investissement ou un dollar que l'on veut, on va dire un dollar de couverture, un dollar qu'on veut préserver. Donc, on veut préserver les plus-values que l'on a faites. Donc, voilà, en gros, l'idée ici. Donc, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Graphique BTC. Alors maintenant, on va à l'aspect technique et on regarde ce qui se passe. On va décortiquer un peu ce qui s'est passé. Par rapport aux semaines précédentes, on voit déjà qu'on a un bas et un bas plus bas et on a un long mouvement à l'horizontale.
Rappelez-vous, on a parlé à maintes reprises de l'interaction du prix avec les moyennes mobiles. Donc là, celle qu'on a à l'écran, c'est 7 jours et 30 jours. 7 jours, c'est bleu turquois. La rose fuchsia, c'est celle de 30 jours. Et on voit pour le moment que le prix est sous cette moyenne mobile. On voit qu'après la forte baisse que l'on a eue, on a atteint la zone des 6800, touché ici les 6500 et depuis lors, on est à l'horizontale. On a une espèce de drapeau inversé, baissier et de triangle, on va dire, descendant qui est en train de se faire. Donc la base serait la zone des 7000, plus ou moins 7200, et on voit directement l'inclinaison, on va dire, à la baisse d'un des points de ce triangle. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a les 7200, juste en dessous des 7000, et les 6800, et nous, on se maintient. Donc, une fois on est venu toucher les 7200, on est remonté timidement, atteindre les 7700, comme on le voit à l'écran, être rejeté et revenir encore une fois dans cette zone des 7200, et on se stoppe là. Donc, encore une fois, on revisite le même, l'ancien support, et on se maintient. Mais pour combien de temps? Et si on regarde ce qui s'est passé par le passé, on voit qu'on avait exactement le même genre de patron, une grande baisse, ensuite un mouvement horizontal, et on a tâtonné et taquiné un support avant de le perforer. Donc là, on s'attend à ce qu'il se passe la même chose. Rappelez-vous, ça c'est la continuité du mouvement baissier. Si on regarde et qu'on pense haussier, il n'y a réellement pas grand-chose qui est là pour valider la hausse du prix du BTC, si ce n'est, je dis bien, je le répète encore une fois, le halving du mois de mai, au même moment que le consensus du mois de mai 2020. Donc, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Donc, voilà, on poursuit. Slide suivant, s'il te plaît. Les altcoins ont connu une semaine rouge en commençant par Ethereum qui, suite à son hard fork Istanbul, a vu son prix s'éloigner des 150 $. À l'inverse du XTZ de Tezos, qui vient de faire son entrée dans le top 10. On souligne d'importants jalons et un travail de recherche et développement qui porte ses fruits mois après mois, ce qui laisse présager une rude bataille ultra compétitive au sein des plateformes blockchain en 2020 avec en vedette Ethereum, EOS, Tron, Cardano, Tezos et Neo comme tête d'affiche. Donc voilà. Là maintenant, comme vous le voyez ici, et en plus on aura encore pu citer une autre plateforme, c'est le Binance Chain. Vous voyez à l'écran, on a Ethereum, Binance et Tezos. On voit Ethereum, on l'a commenté au début d'émission, le hard fork Istanbul, ça a été fait sans aucun problème. On était dans la zone des 150 $. 150 $, on s'en éloigne. D'un autre côté, on voit Tezos, forte hausse, entrée dans le top 10. Et d'un autre côté, Binance, qui était dans la zone des 15 $, on le voit perdre ses 15 $. Mais rappelez-vous, Binance vient d'où? Il faut remonter fin d'année dernière. On était aux 5 $. Ensuite, on a eu le BNB qui est monté, si je ne me trompe pas, au-delà des 20 $, même je crois un peu plus haut, non même pas 40 $. On est revenu dans la zone des 20 $. Maintenant, on est au niveau des 15 $ et on s'attend à aller retester et taquiner les 12 $ et pourquoi pas être plus bas. Donc voilà en gros tout le parcours qu'a fait Binance. Et maintenant, on a Tezos qui, mois après mois, lentement mais sûrement, est en train de gagner du beau momentum et maintenant, il fait enfin son entrée au niveau du top 10. Donc Tezos veut être une blockchain de troisième génération, donc Bitcoin génération 1, Ethereum génération 2, et toutes les nouvelles plateformes, c'est de la génération 3. Donc, on va dire EOS, Tron, etc., et Tezos. Donc là, maintenant, on les voit rentrer, on voit, entre parenthèses, donner un coup d'autorité et réellement revendiquer leur place au sein de l'élite, on va dire, des plateformes blockchain. Et donc, on s'attend à avoir une année ultra, ultra compétitive. Donc, l'année 2020 sera ultra, ultra compétitive. Donc, voilà en gros ce que ça annonce. OK? Donc, on poursuit, Nadie, s'il te plaît? Graphique Ethereum. Alors, regardons ce qui se passe avec Ethereum. Donc, Ethereum, plus ou moins comme le BTC. Donc, on a une forte baisse. On a atteint un certain niveau, donc la zone des 140 $. On voit qu'on a touché un peu plus bas, donc la zone des quoi? Des 135 $ plus ou moins. Mais on a exactement le même type de patron, donc un triangle descendant et une espèce de drapeau inversé. Donc, on a le mât du drapeau renversé. Et là, on voit ce mouvement horizontal. Donc, on s'attend réellement à faire une espèce d'escalier baissier. Donc, on vient des 190 $, tomber aux 140 $, mouvement horizontal. Et les 140 $, c'est un niveau de support. Perforer ce support et aller beaucoup plus bas. Donc là, on reconnaît le patron d'escalier baissier. Qu'est-ce qu'on constate? Comme on l'a vu avec le BTC, on est, on va dire, en dehors du nuage, nuage pas, mais comment dirais-je, en dehors de l'interaction avec les moyennes mobiles. Dans un premier temps, celle de 7 jours en bleu turquois que l'on voit là. Donc, on est légèrement sous cette moyenne mobile et vous voyez qu'on est en train de jouer avec elle. On vient, on la touche et nous rejette, on vient la retoucher et nous rejette et on a un écart. L'écart que l'on voit entre la moyenne mobile de 7 jours et celle de 30 jours, on s'attendait à voir cet écart être comblé, un peu comme on a vu ici par le passé. Maintenant, ce n'est pas spécialement le cas. On voit que la moyenne de 30 jours a une inclinaison, donc elle pourrait aller, elle, rencontrer le prix et non le prix qui monte
remonterait pour aller toucher cette zone de prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le prix de l'ETH qui revienne aux $150 et de $150 remonter pour toucher la zone des 155 et pourquoi pas les $160. On voit clairement que les $160 étaient un ancien niveau de support. Maintenant, ça joue le rôle de résistance. Mais on voit bien que Ethereum n'est pas en train d'être propulsé à la hausse, sinon de se maintenir dans cette zone basse, donc auprès de ce support. Et c'est plutôt les moyennes mobiles qui viendraient toucher le prix. Mais si on regarde le BTC et qu'on voit, on va dire, le momentum de tout l'écosystème crypto qui est baissier, bon, on s'attend à maintenir un patron baissier, donc interaction avec les moyennes mobiles, comme c'était le cas là, et par le passé aussi, et ensuite voir le prix être propulsé vers le bas. Donc là, voilà en gros à quoi on s'attend. C'est du moins là où on a les plus fortes probabilités de voir ce genre de mouvement se matérialiser. Donc les quoi, maintenir ce momentum baissier. On poursuit, Nadie, s'il te plaît. Graphique BNB. Alors, on parlait de Binance. Donc là, lorsqu'on avait le BNB dans la zone des $20 et un peu plus haut, on était allé bien plus haut. Mais nous, on va commenter ce qu'on voit ici depuis le mois de novembre. Donc, zone des $20. On a abandonné cette zone. Revenir au niveau des $15. Vous voyez que fin septembre, début octobre, on était déjà dans cette zone des $15. On a pu décoller, revenir encore une fois dans cette même zone de support. Mouvement horizontal. On a déjà eu une brèche. Donc, on est tombé un peu plus bas. Donc, la zone des $14, comme on le voit ici. Et là, on se maintient. Maintenant, on est timidement sous les $15. On voit encore une fois le même patron. Vous voyez que le patron qu'on voit ici, c'est le positionnement du prix par rapport à son historique, donc c'est-à-dire par rapport au moyen mobile, donc 7 jours et 30 jours. On regarde ce qui s'est passé ici, 7 jours et 30 jours. On voit que lorsque le prix est super éloigné, il vient toucher 7 jours. Ensuite, il y a un écart entre 7 et 30, il comble l'écart, il joue un peu avec ses moyennes mobiles et il revient en dessous. Donc là, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc maintenant, on a le même patron, on est sous les moyennes mobiles, on touche 7 jours, on voit un écart. Mais qu'est-ce qui se passe? L'écart n'est pas aussi important que ce qu'on avait avant. Donc, on parlait de $15 à $18. Maintenant, c'est $15 et $16. Donc, juste $1, quoi, $16,40. Donc, $1,40 de spread, c'est pas énorme. Ce qui fait qu'on pourrait voir le prix revenir au-dessus des $15, atteindre $15, oh, pardon, atteindre les $16. Pourquoi pas les 16,50 et ensuite, c'est quoi? Être rejeté. Réellement, est-ce que sommes-nous dans une phase de marché où on pourrait voir le BNB revenir au-dessus des 16 et des $17 et retourner vers les $20? Vous voyez qu'on en doute fort. Hein. Donc, rappelez-vous que la hausse qu'on a eue dans les cryptos, c'était aussi dû au catalyseur, donc le pump généré par les déclarations du président Xi Jinping, donc le président chinois. Donc, voilà en gros ce qui était fait. Donc, là, c'est ce mouvement qu'on a ici. Ce mouvement qui était annulé, maintenant, on revient, on va dire, en zone basse, donc la zone des $15. Donc là, lorsqu'on regarde le BNB, au même titre que d'autres cryptos comme l'ETH et le BTC qu'on a regardé un peu plus tôt, on s'attend plutôt à avoir un BNB avec des fortes probabilités d'atteindre la zone entre $15 et $10. Donc, voilà plus ou moins ce qu'on constate ici. Donc, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Graphique Tezos. Et on termine avec le Tezos. Et comme vous voyez ici, on a pris une plus grande perspective. Donc là, on remonte jusqu'au mois de mai, mois de juin. On voit que le Tezos était dans la zone des $1,80. On voit le parcours qu'il a eu, donc qu'il y a pas mal de volatilité. Donc, on va dire les $1,80, chuter, revenir aux alentours des 80 cents, retrouver les 1,60, replonger au $1, perforer le dollar, tomber dans la zone des 80 cents, 75 cents, donc fin octobre. Courant du mois de novembre, se maintenir haussier, revenir au $1,40 et maintenant maintenir ce momentum haussier et atteindre de nouveau les $1,80. Vous voyez que c'est super intéressant de voir une corrélation inversée. Donc pendant qu'on voit l'ETH et le BTC et BNB baisser, on voit le XTZ qui petit à petit, donc là depuis fin octobre, qui a continué à avoir, qui a une tendance haussière. Donc on voit un escalier haussier. Rappelez-vous, les autres, on voit un escalier baissier et ici, on voit un escalier haussier. Donc là, avec le niveau où on se pose, là où on est maintenant, donc sous les $2, c'est exactement l'ancien niveau de résistance qu'on avait fin mai et courant du mois de juin. Donc super intéressant de voir le Tezos être là. Comme on a constaté une chose que j'ai commentée, c'est quoi? Lorsqu'on est éloigné, donc là, je parle souvent des moyennes mobiles comme créant un nuage. Vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent faire allusion à cela lorsqu'on regarde par exemple le Bollinger ou les Ichimoku. Mais ici, les moyennes mobiles nous donnent plus ou moins la même chose. Rappelez-vous, tout ça, ce sont des indicateurs. Donc, on voit que la moyenne de 7 jours et celle de 30 jours, il y a une espèce de spectre qui est créé. Et on voit le prix, donc le price action, être ou au-dessus, ou dans ce spectre, ou hors de ce spectre, on va dire côté sud. Et là, on voit qu'on est côté nord. Rappelez-vous, on l'a commenté avec le Néo il y a quelques temps. Une fois qu'on monte très fort et qu'on est éloigné, on va dire, de la première moyenne mobile, celle de 7 jours et celle de 30 jours, le prix a tendance à corriger et à revenir être en interaction avec ces moyennes mobiles. Vous, on le voit ici lorsqu'on était côté nord, on le voit ici lorsqu'on est côté sud. Côté nord,
côté sud et maintenant côté nord. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait arriver? Bah, tiens, une correction et voir maintenant bah, le XYZ faire demi-tour et revenir retester la zone des 1,60 $ et pourquoi pas la zone des 1,40 $. Donc, voilà, en gros, ce qu'on voit. On a eu un bon momentum. Comme on l'a dit dans des slides précédents, il y a eu beaucoup de jalons qui ont été faits en termes de recherche, développement, pas mal de conférences, etc., etc. Et Tezos a réellement prouvé être une blockchain avec laquelle il faudra compter en 2020. Pas mal de cas d'utilité, mais en gros, maintenant, son prix est quelque peu surévalué par rapport à cette tranche, on va dire, la tranche horaire qu'on est en train de regarder. Donc là, c'est journalier qui va du mois de novembre à maintenant en fin d'année 2019. Donc on pourrait continuer de le voir monter. Donc target psychologique, c'est la zone des 2 $, mais il faut s'attendre à avoir un retracement et pourquoi pas revoir le Tezos. On va donner un chiffre rond, retester la zone des 1,50 $. Pourquoi je dis les 1,50 $? Dans un premier temps, avoir de la volatilité et revenir retester la moyenne mobile de 7 jours, donc la bleue turquoise. Et dans un deuxième temps, on a la moyenne mobile rose fuchsia, celle de 30 jours, qui continue à évoluer. Donc là, on pourrait voir le prix, avoir, comment dirais-je, que le prix et la moyenne mobile de 30 jours se rencontrent au niveau des 1,50 $. C'est un niveau qui est pas mal. Et lorsqu'on regarde aussi par le passé, on se rend compte que c'était une zone critique en termes de résistance à ce niveau-là. Et vous voyez ici, lorsqu'on était dans cette phase ascendante, on a retesté ce niveau comme étant une résistance avant de le perforer, le retester et repartir plus haut. Donc là, pour moi, est-ce que ça peut être une zone clé que le prix, enfin, on pourrait voir le prix revenir revisiter cette zone et le tester maintenant comme niveau de support. Donc voilà plus ou moins ce qu'on a. Voilà tout ce qu'on a ici au niveau des probabilités, des perspectives pour l'XTZ, ainsi que les autres cryptos que l'on a couverts aujourd'hui, donc le BNB, le TH et le BTC, comme on le fait chaque semaine. Donc voilà, je pense qu'on a fini. Hein. Yes, c'est tout. Donc là, Oui. n'oubliez pas que sur notre page www.jitume.com, on a déclassé pas mal d'émissions, donc vous avez la possibilité de regarder des émissions en intégralité. Donc là, c'est les émissions qui vont du 15 octobre jusqu'au 20 octobre, plus une émission bonus, donc le focus Bitcoin du 21 septembre. À la fin du mois, on va déclasser des émissions du mois de novembre avec les spécifiques, enfin une émission focus qu'on a faite encore pour le BTC. Comme ça, vous allez pouvoir venir voir ce qu'on fait au quotidien. Donc là, on arrive en fin d'année 2019. Donc on a fait exactement plus de pratiquement 400 vidéos, vu qu'on a les 365 vidéos, enfin pas encore cette année-ci, on est pratiquement arrivé au compte. Donc là, au 31 décembre, on aura nos vidéos full, donc une vidéo tous les jours, donc 365, plus nos vidéos bonus et plus d'autres vidéos que l'on fait et d'autres rapports, les rapports trimestriels, les rapports VAM. Donc, on a dépassé largement les 400 vidéos. Donc là, encore une fois, une année, on a tenu notre promesse. Donc là, c'est le service qu'on est en train d'offrir. Donc là, comme ça vous donne une idée de ce qu'on va refaire en 2020. Donc là, on vous invite à pouvoir regarder cela. Et n'oubliez pas qu'on a encore des promotions par rapport à ça qui seront valables jusqu'au 31 décembre pour avoir accès aux services durant l'année 2020. Donc, vidéos quotidiennes, rapports trimestriels et autres. Il y a des packs qui ont été créés et il y a aussi des abonnements mensuels. Donc là, venez au site internet, regardez ce qui se passe ou vous nous envoyez un mail et sous 48 heures, on va tenter de revenir vers vous le plus rapidement possible sous 48 heures. Donc, voilà en gros tout ce qui se passe. Comme vous avez vu aussi, j'ai une initiative où vous me voyez intervenir en solo, sans Nadi cette fois-ci, durant la semaine, lorsque je termine, on va dire, les CryptoBlock News, donc les vidéos quotidiennes, où réellement j'interviens lorsqu'il y a des cas qui sont super, super intéressants, vraiment des cas qu'on se dit, tiens, ça c'est bon de partager ça avec la communauté large sur le canal public. Donc là, j'interviens et si réellement je ne vois pas qu'il y a des choses qui sont croustillantes et consistantes, vous ne me verrez pas. Donc là, je pense que c'est quelque chose, c'est une proposition qui est assez juste. Donc là, voilà, donc j'aime bien intervenir lorsqu'il y a des choses réellement qui sont super, super croustillante et super costaud et qu'on peut partager au niveau général. Et bien évidemment, pour plus, venez en interne et rejoignez-nous pour nos CryptoBlock News et autres services. Donc voilà pour ma part, c'est fini, j'ai assez parlé. Donc Nadie, le mot de la fin, c'est pour toi. Voilà, je suis contente d'avoir participé à l'émission. Voilà, avec vous, voilà, le grand public. Et donc, je vous souhaite, enfin, nous sommes là mi-décembre, mais enfin, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes et surtout prudence sur le marché. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Ciao tout le monde, merci, bye bye, bon week-end et à la semaine prochaine.